Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être mobilisés pour ce panel intitulé Tech, climat et cash, la montée des climatech en Afrique. Moi, c'est Tininen Boussaïd. Je suis chef de projet MENA au sein de Roquity BPI France et je suis ravie d'animer ce panel. Pour commencer, je pense qu'il est important de partager avec vous notamment quelques chiffres impressionnants parce que finalement, selon la Banque africaine de développement, l'Afrique ne participe qu'à 3% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Donc face à ça, c'est le continent qui subit le plus de conséquences négatives liées au changement climatique. On parle aujourd'hui de sécheresse, d'inondations, de pression notamment sur l'agriculture et pression sur les énergies. Mais bien évidemment, il y a toujours une part de positif, même si il y a du négatif. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en train de prendre forme, qui est en train de se créer. C'est le mouvement des climatech. Donc aujourd'hui, on compte plus de 1000 startups qui sont en train de se lancer chaque année sur le continent africain. Et de plus, ce qui est impressionnant aussi, c'est que l'investissement suit, car 20% du capital risque est dirigé vers la climatech. Et aujourd'hui, on a l'opportunité d'aller à la rencontre de deux mondes. On a aujourd'hui avec nous un investisseur qui finance des modèles économiques viables mais aussi durables. Et on a aussi un entrepreneur visionnaire qui transforme les défis en belles opportunités dans le continent africain. Alors merci à mes chers intervenants d'être présents à ce panel. Donc sans trop tarder, je présente Guilhem Dupuis, qui est partenaire au sein de Gaia Impact, un fonds d'investissement qui finance des solutions écologiques en Afrique, mais aussi au-delà. Et puis Enis Feki, un entrepreneur que nous avons le plaisir aussi d'accompagner dans le cadre d'Euroquity, qui est dans la mobilité électrique et qui va partager aussi avec nous son expérience terrain. Donc je vais amorcer cette discussion avec notamment les enjeux sectoriels. Aujourd'hui, on voit que différents secteurs en sont touchés par la climatech. Je commence par vous, Guilhem. Pourriez-vous nous partager juste un panorama des secteurs qui sont impactés justement par la climatech en Afrique? Merci Tiniane. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, comme tu l'as rappelé, on est un fonds d'investissement spécialisé sur les startups des énergies renouvelables et du climat en Afrique subsaharienne en particulier et au-delà. On a investi dans un peu moins de 20 startups depuis 2017. Et la climate tech, j'ai envie de dire, c'est un peu un concept nouveau et un petit peu un concept fourre-tout. C'est-à-dire qu'on a tendance à y faire rentrer un petit peu chacun ses centres d'intérêt. Par exemple, nous, il y a encore quelques années, on se définissait comme un fonds énergie renouvelable et en particulier accès à l'énergie, puisqu'en Afrique, il y a encore 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et on a vu justement le secteur évoluer pour mélanger différents concepts, différentes stratégies, différents secteurs. En fait, la climate tech, ce n'est pas un secteur, c'est plutôt une coloration verte, qui va toucher plusieurs secteurs en Afrique. Alors l'énergie, bien sûr, c'est essentiellement de la climate tech, mais on a bien sûr les transports, et on va avoir un super exemple de ce que c'est que la mobilité électrique en Afrique. On a aussi l'agriculture, tout ce qui va être agtech, agri-food, agriculture de précision. Là aussi, on est sur un secteur assez phare de l'agtech. Mais on va rajouter également la finance, les fintech. Il y a au sein de la fintech, qui est aussi une grande tendance africaine, un écosystème d'entreprises qui se définissent, qui se placent sous le pavillon de la climate tech, en particulier tout ce qui va être assurance pour les agriculteurs, tout ce qui va être du coup stratégie de mitigation des effets du changement climatique. Donc ça, c'est vraiment ce concept fourre-tout qu'il faut essayer un petit peu de tirer, de dépacter. Et un des sujets très forts dans ce secteur-là, bien sûr, c'est l'énergie, l'elephant in the room. Il y a 70% du financement climate tech historique en Afrique qui est allé dans les majors de l'énergie et de l'accès à l'énergie depuis, on va dire, le début des années 2010. C'est quand même aujourd'hui le grand frère de la climate tech, les énergies renouvelables. Alors c'est des modèles qui sont assez variés.
Ça part du petit panneau solaire sur le toit d'une maison jusqu'à des gros champs solaires, des systèmes de batterie, de stockage pour des clientèles industrielles. Ça va jusqu'à le petit EDF local, en fait, le mini-réseau qui va servir une communauté, voire une ville entière. C'est un secteur qui est aujourd'hui très structuré, un secteur dans lequel nous, on a personnellement beaucoup investi et qui aujourd'hui continue de concentrer une partie importante des flux de financement. Et ça, on est en fait dans le premier volet de la Climate Tech qui est la partie mitigation. En fait, le climat, il y a deux façons de le voir. On part du principe qu'on peut encore agir, qu'on peut encore réduire en fait la trajectoire d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de la température globale. Et pour ça, on fait évoluer les mix énergétiques, on met des panneaux solaires, on met des voitures électriques ou des motos électriques sur la route. Donc ça, c'est la mitigation. Comment on fait en sorte de continuer en fait à travailler sur une trajectoire de maintien des températures sous un niveau soutenable. Et puis, une grosse partie de l'écosystème qui est assez à la mode aujourd'hui et qui vient notamment d'inspiration européenne, c'est la partie adaptation. C'est-à-dire, concrètement, il fait quand même de plus en plus chaud. En Afrique, comme tu l'as dit, c'est un continent qui émet 3% des émissions de gaz à effet de serre et qui pourtant est en première loge pour se prendre les effets du changement climatique. C'est des sécheresses, c'est des déplacements de population. Et pour ça, comment on adapte les modes de vie, les schémas de production agricole, les habitudes de consommation au niveau urbain à cette nouvelle réalité. Et là, la Climate Tech aussi a des choses intéressantes à raconter. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'agriculture. On aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là. Voilà, tout le panorama à grands traits. Merci beaucoup Guilhem pour ce panorama global détaillé. Donc on voit que ça parle d'agriculture durable, de solutions fintech, d'énergie renouvelable, mais aussi de mobilité électrique. Et justement, Anis, vous qui êtes dans ce secteur-là, comment vous le voyez évoluer sur le continent africain ? Aujourd'hui, les chiffres ne mentent jamais. Aujourd'hui, 80% des véhicules sur l'Afrique sont thermiques. Et il faut savoir aujourd'hui qu'une moto thermique émet 11 fois plus de carbone qu'une voiture récente. Donc aujourd'hui, le besoin, il est là. Aujourd'hui, l'adoption, elle est là. Les institutions publiques, les institutions économiques. Donc aujourd'hui, le déplacement et la mobilité électrique n'est plus un luxe. C'est un vrai enjeu, c'est un vrai défi. Et l'Afrique, c'est comme partout dans le monde, elle s'aligne avec cet enjeu. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va passer au second volet qui concerne les financements et les modèles économiques. Finalement, la viabilité économique et le financement, ce sont deux facteurs complémentaires. Guilhem, quand vous évaluez une start-up dans la Climate Tech, quels sont les critères que vous regardez de près ? Et aussi, à quel moment vous vous dites que finalement ce business model est très viable et il est très prometteur ? Alors, c'est une bonne question. En fait, on n'a pas forcément de façon spécifique de regarder une start-up dans les Climate Tech parce que finalement, une boîte, c'est son équipe, c'est ses dirigeants, c'est toute cette énergie qui se dégage et sur laquelle nous, on va capitaliser en tant qu'investisseurs. Et ça, quel que soit le secteur, c'est toujours notre premier point d'entrée. Maintenant, il y a bien sûr quelques spécificités dans la Climate Tech. Qui dit Climate Tech dit tech, et du coup, qui dit tech dit technologie. Il y a de l'innovation, il y a de la recherche et développement, et du coup, il y a une prise de risque technologique pour laquelle nous, un capital risqueur, on est censé être là. Clairement, c'est du capital patient, on est là pour financer l'innovation, et donc on a une certaine appétence pour la prise de risque technologique. Pour autant, déjà en Afrique, il ne faut pas arriver avec une approche trop top-down. C'est sûr que c'est un continent qui a des besoins qui sont des besoins massifs. Et le plus simple, c'est de faire simple, en quelque sorte. Donc, une entreprise qui vient nous voir et qui nous dit on est en train de développer une technologie, alors c'est pas du solaire, peut-être que ce sera rentable dans 5 ans. Pour l'instant, ça revient plus cher que du solaire, ça revient plus cher que de la batterie, mais on pense que à l'échelle, ça pourrait être intéressant. On dit ok, pourquoi pas, mais pourquoi pas se concentrer sur l'essentiel qui est les 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, les 80% de véhicules thermiques qui aujourd'hui doivent être remplacés par des véhicules électriques parce que leurs clients vont faire des économies en passant à l'électrique. Commençons par faire simple.
Et donc les feuilles de route technologiques, pour nous, elles doivent être maîtrisées et s'appuyer sur une vraie vision opérationnelle et une vraie compréhension des marchés locaux. La Tunisie, c'est pas le Kenya, c'est pas le Nigeria. Chaque pays est très différent. Alors, nous, c'est ces critères-là qu'on va regarder. On va regarder le côté Made in Africa for Africa. C'est absolument central. Très bien, merci beaucoup. Donc on dit que finalement le besoin est là. Le plus important, c'est qu'il y ait une solution qui réponde à une problématique et que le marché adressable est suffisamment grand pour qu'il y ait une adoption massive de ces solutions. Donc toi, Anis, autant qu'entrepreneur, quels ont été tes principaux défis pour notamment sécuriser des fonds et arriver à un business model viable sur le continent africain? En termes d'investissement, tout le monde sait que la deep tech, c'est très difficile à lever en Afrique. On est plutôt orienté SaaS, du software. On ne prend pas trop de risques dans l'industrialisation, dans la deep tech. Mais sauf qu'il faut expliquer aux investisseurs que l'enjeu est là. On est autant bon que les Américains ou les Européens. On peut développer des produits tech. Par exemple, nous, on est même nicknamé aux États-Unis la Tesla des motos. Donc, parce qu'on intègre de l'IA, on intègre du Software Defined Vehicle sur le véhicule. Donc c'est ça l'enjeu. Il faut expliquer que le marché est là, que le marché est là et qu'il faut tout de suite investir et tout de suite transformer cette technologie de rupture sur le terrain. Voilà. Et finalement, ta solution, est-ce qu'elle a été facilement adoptée? Oui. Ou il y a eu des ajustements qui ont été nécessaires, des pivots nécessaires, des choses, parce que finalement Pixie Motor est en France et en Afrique. Oui. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, par exemple, à commercialiser votre solution sur le marché africain par rapport au marché européen? C'est complètement différent. Okay. C'est complètement différent, le marché africain au marché européen. Par exemple, au marché européen, l'électrification ou le véhicule lui-même peut être adopté. En Afrique, c'est très différent. Il faut donner le véhicule plus le service qui va avec. C'est plutôt service que véhicule. Donc, on a trouvé une solution d'abonnement de flotte à long terme avec un véhicule et un SaaS Fleet Management et des battery swap stations, donc les stations d'échange de batteries, pour faciliter l'accès à l'énergie et à la mobilité en même temps. Donc, en Europe, c'est complètement différent. C'est plutôt B2C. Ça commence aussi à voir le jour, tout ce qui est last mile delivery, la livraison au dernier kilomètre aujourd'hui. Elle est fortement conduite en Afrique, moins en Europe, mais ça commence à avancer. Donc, voilà. Merci beaucoup, Anis. Finalement, Guilhem, quels sont les leviers et les freins pour une adoption massive des solutions Climatech en Afrique? Je pense que pour filer ce que tu as raconté sur la différence entre l'Afrique et l'Europe, il y a quelque chose qui est absolument central, et pour moi c'est le premier levier, c'est ce mouvement massif du green premium vers le green discount. Exactement. En Europe, à une époque, on trouvait ça normal de payer un peu plus cher pour une solution qui était environnementalement vertueuse. C'est le green premium, c'est un peu plus cher parce que c'est plus cher à produire, mais en même temps les effets sont bénéfiques, donc du coup il y a cette capacité de payer. En Afrique, c'est un message qui n'a jamais décollé. Les pouvoirs d'achat sont très contraints, très faibles. Si on veut que les solutions soient adoptées à l'échelle, il faut absolument avoir un discours très précis sur le prix, le coût. Combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Et ce green discount, aujourd'hui, il est réel en Afrique. Et pas qu'en Afrique, c'est quelque chose de global. Passer aux énergies renouvelables, ça coûte moins cher. Passer aux véhicules électriques, dans certains cas en tout cas, ça coûte moins cher. Nous, on s'est beaucoup positionné à l'époque sur les panneaux solaires. Les panneaux solaires, ce qui a fait décoller ces mouvements-là en Afrique, c'est parce que les entreprises qui proposaient ces solutions
allaient voir leurs clients et leur disaient bah, écoute, si tu mets des panneaux solaires sur ton toit, tu signes un contrat avec moi, tu feras 10% d'économie sur ta facture d'électricité. Et si tu signes pour un package plus global avec de la batterie, de l'efficacité énergétique, tu peux grimper à 30-40%. C'est ça qui a marché. Les véhicules électriques, c'est pareil. Nous, on vient d'investir dans une boîte qui fait des motos électriques au Kenya, au Rwanda. Cette entreprise, pareil, c'est un modèle de battery swapping. La proposition de valeur pour ses clients, qui sont des clients au bas de la pyramide, des mototaxis, c'est tu passes à l'électrique et tu vas pouvoir augmenter tes revenus jusqu'à plus 45% dès le premier jour. Parce que là maintenant c'est moins cher, parce que le swapping est moins cher par rapport au fait de passer à la station essence. Salut. C'est ce type de proposition de valeur qui va entraîner l'adoption massive des solutions green sur le continent. Alors bien sûr les freins, c'est tout ce qui va s'opposer à la capacité à proposer des solutions moins chères. Le réglementaire, les contraintes réglementaires, le coût du financement aussi, voire la rareté du financement en Afrique qui reste un problème structurel. Donc on a des entreprises qui vont proposer des modèles deep tech, des modèles d'innovation et qui ont des niveaux de marge qui restent trop faibles. Il y a beaucoup de marge de manœuvre. Mais en tout cas, le levier d'adoption, il est très simple. C'est le green discount. Il faut mettre le paquet là-dessus. Merci beaucoup Guilhem, merci Anis pour vos éléments de réponse. Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui pour ce panel. Donc on arrive à la fin de ce panel, on a pu voir finalement comment il y a une montée des tendances climatech en Afrique à travers 3 volets, un panorama sectoriel, un second volet sur les modèles économiques et financiers et enfin un volet sur l'adoption locale des solutions innovantes. Nous voyons que l'Afrique regorge de talents dans le secteur vert, mais que le chemin vers une adoption massive reste ponctué de défis, mais on y croit. On croit à des startups comme Anis, et il y a plein d'autres exemples de startups qui se développent en Afrique, mais qui scalent aussi à l'international. Entre la vision de l'investisseur et de l'entrepreneur aujourd'hui, nous avons compris que l'innovation climatique n'est pas finalement qu'un enjeu écologique, mais c'est aussi une véritable opportunité économique. Un grand merci à vous et un grand merci au public. Merci.